Bonjour à toutes et à tous. Nous allons attendre 1 ou 2 minutes pour laisser, pour permettre à tout le monde de se connecter à la réunion. Nous allons commencer dans quelques instants. Merci beaucoup. Bonjour encore une fois. Pour ceux qui viennent de se connecter, nous attendons 1 minute pour que tout le monde puisse se connecter à la réunion. Nous allons commencer dans quelques instants. Euh, donc, merci de patienter. Merci beaucoup. Je pense que nous pouvons commencer. Nous avons beaucoup devant nous aujourd'hui, beaucoup de bonnes informations. J'aimerais commencer en disant bonsoir à toutes et à tous, en fonction de là d'où vous vous connectez. Je m'appelle Jamie Wen Besson et je suis la responsable senior du programme du genre à l'Union internationale pour la conservation de la nature, l'UICN. Merci beaucoup de vous avoir connecté à cette deuxième partie dans notre série pour annoncer les nouveaux lauréats du programme RISE et en annonçant l'ouverture des candidatures pour l'année prochaine. Nous venons plutôt de lancer le processus de candidature en publiant le guide de l'appel à projet. Nous voulions vous donner ces documents plusieurs semaines avant la date de soumission. Nous allons ouvrir le portail des candidatures demain. Pendant l'événement d'aujourd'hui, qui va durer pendant 75 minutes environ, nous allons vous présenter le processus de candidature. Avant de commencer, nous avons quelques points logistiques à partager avec vous. Tout d'abord, s'il vous plaît, notez que l'interprétation est disponible pendant la réunion d'aujourd'hui et vous voyez les instructions dans la boîte à discussion de Laura. Donc, il y a le français et l'espagnol qui sont disponibles. Donc, si vous voulez suivre la réunion dans ces langues, vous pouvez cliquer sur le bouton Interprétation dans la barre à outils en bas de votre écran et sélectionner ensuite votre langue d'écoute préférée. La séance sera aussi enregistrée et l'enregistrement sera disponible sur notre site web en anglais, français et espagnol. Vous pouvez y faire référence, vous pouvez partager l'enregistrement quand vous voulez. Pour l'événement d'aujourd'hui, on va garder vos micros éteints pour éviter les problèmes potentiels de connectivité, mais vous pouvez utiliser la fonctionnalité questions-réponses pour soumettre vos questions auxquelles on va répondre pendant la période questions-réponses à la fin de la séance. Merci pour les questions que vous avez déjà soumises et nous avons essayé d'y répondre dans la présentation d'aujourd'hui. Un grand merci aussi pour l'équipe qui a travaillé en coulisses, surtout Jason et Laura qui sont ici avec nous aujourd'hui, et aussi nos partenaires à l'USAID et à NORAD qui rend ce programme de subvention possible. Un autre grand merci aux commissions de l'UICN pour l'élaboration de l'appel à proposition. Donc, un grand merci à la Commission sur l'éducation et la communication et aussi la Commission mondiale sur euh, la législature environnementale. Et un grand merci à toutes et à tous qui se sont connectés à la réunion d'aujourd'hui. Avant de continuer, je vous rappelle que pendant la réunion d'aujourd'hui, on va parler de la violence basée sur le genre, un sujet peut-être difficile ou fâcheux. Donc, prenez soin de vous-même et merci pour votre présence encore une fois. Pour vous donner un peu de contexte, la séance d'aujourd'hui a été organisée en partenariat avec le Centre de la VBG et l'environnement au sein de l'UICN que nous organisons en partenariat avec l'USAID.
Notre objectif aujourd'hui, c'est de vous donner toutes les informations nécessaires pour déposer les candidatures pour les subventions RISE. Et nous espérons que vous allez trouver toutes les informations dont vous avez besoin dans la présentation. Un tour d'horizon de l'ordre du jour. Nous allons partager le résumé des subventions RISE et les thématiques prioritaires. Nous aurons quelques leaders RISE avec nous qui partageront leurs expériences personnelles. Et puis, une de mes collègues va présenter le processus de candidature et les consignes d'éligibilité avant de répondre aux questions que nous avons déjà reçues pendant l'enregistrement. Et si vous avez d'autres commentaires ou d'autres questions, vous pouvez les soumettre dans la fonctionnalité questions-réponses et on va y répondre à la fin. Nous avons un petit sondage de 2 questions à partager avec vous et nous allons clore la séance avec un autre sondage semblable. Mais merci de répondre à ces questions. Nous allons utiliser les résultats de ces sondages pour raffiner nos programmes à l'avenir. Première question. Dans quelle mesure êtes-vous sûr ou confiant d'avoir toutes les informations nécessaires pour postuler au programme RISE 2024? La réponse numéro 1, pas de tout confiant. 2, assez confiant. 3, très confiant. Et 4, extrêmement, complètement confiant. Donc, on va laisser le sondage affiché pendant quelques instants pour recueillir vos réponses. Et vous verrez la deuxième question aussi. Dans quelle mesure êtes-vous sûr, êtes-vous confiant de comprendre les orientations thématiques? Ah, pardon, les questions sont à rebours. Je vais me reprendre. Première question, est-ce que vous comprenez l'orientation thématique de RISE? Deuxième question, est-ce que vous avez toutes les informations nécessaires pour candidater? Les panélistes et les intervenants, nous ne pouvons pas répondre au sondage, mais pour vous, les membres du public, on vous demande de répondre aux questions dans le sondage que vous voyez aussi euh, à l'écran. OK, je pense qu'on peut continuer. Un grand merci à toutes et à tous qui ont répondu. Donc, les subventions RISE sont nées d'une recherche menée par l'UICN et c'est un programme coordonné en partenariat avec le Centre des liens entre la VBG et l'environnement. Et nous développons et mobilisons ensemble des apprentissages continus sur ce carrefour. Et nous fournissons des financements et de l'appui technique aux programmes environnementaux pour à étudier les liens avec la VBG et pour répondre à ces problèmes. Le programme a été créé par l'USAID en 2019 et nous avons publié notre premier appel à proposition en 2022. Et puis en 2023, NORAD s'est joint au partenariat. Comme vous voyez à droite sur cette diapo, la demande de la part des pratiquants est énorme et toujours en croissance. Donc, nous voulons travailler avec les lauréats pour développer des apprentissages pour la politique mondiale et les applications pratiques à travers le secteur environnemental. Rapidement, je vous rappelle que ce programme de subvention représente aujourd'hui une famille de 18 projets qui travaillent ou qui vont travailler dans les domaines tels que la conservation de la faune sauvage, la gestion autochtone des forêts, les pêcheries, les activités minières, la défense de l'environnement, entre autres. Pour l'orientation thématique pour 2024, cette année, le programme de subvention cherche des propositions qui adoptent des stratégies spécifiques pour éviter, atténuer ou répondre aux risques de la VBG et les liens entre la VBG et les initiatives environnementales dans la lutte
contre le changement climatique et pour préserver la biodiversité. Nous avons aussi un budget spécifique pour des projets qui travaillent sur la VBG dans le secteur de la pêche. Et j'aimerais vous présenter ces deux orientations thématiques maintenant. Tout d'abord, on va parler de la thématique globale en faisant d'horizon de la VBG et ses liens avec le changement climatique et la biodiversité. D'après les recherches de l'UICN, nous avons identifié trois résultats principaux que vous voyez à droite ici. Pour résumer, la VBG est une, taxé sur la question de qui est-ce qui a le pouvoir et l'accès aux ressources par rapport au genre. Ces liens s'aggravent quand les pressions environnementales s'aggravent et la VBG touche aussi le monde du travail environnemental. Depuis la publication de cette recherche, nous avons beaucoup travaillé avec nos collègues partout dans le monde pour mettre en place de nouvelles politiques. Et à gauche, vous voyez quelques exemples de ces nouvelles politiques où il y a un élan qui s'établit dans le secteur du climat et de la biodiversité. Cependant, beaucoup de ces projets, beaucoup de ces politiques restent en silo au sein de ces espaces spécifiques. L'appel à l'appel à candidature pour cette année recherche des projets qui visent le problème de la VBG dans le domaine de la crise duelle du changement climatique et de la perte de la biodiversité, parce que nous voyons les impacts des crises environnementales actuelles se chevauchent et le lien entre le changement climatique et la biodiversité est clair dans le domaine de la foresterie, la gestion des pêcheries et des ressources halieutiques et d'autres domaines très salients. Donc, les lauréats de ce programme 2024 nous voulons des pratiquants, des experts qui vont étudier cette question d'une façon transversale et non pas limitée au silo. Ici, vous voyez quelques exemples des crises de la biodiversité et du changement climatique et son impact négatif sur la VBG. Et même si je ne vais pas pouvoir vous présenter chacun de ces exemples aujourd'hui, je peux vous dire qu'il y a des liens entre les menaces et les risques de la VBG par rapport à la gestion des ressources naturelles. Il y a aussi des conflits qui naissent des normes par rapport au genre et la prise de décision autour de l'accès aux ressources naturelles, les moyens de subsistance et les revenus, surtout quand il y a du stress climatique et la complication des ressources qui proviennent de la biodiversité. La VBG est aussi utilisée pour menacer les défendeurs de l'environnement qui travaillent pour protéger la biodiversité contre la dégradation environnementale. Pour passer au budget spécifique pour les projets dans le milieu de la pêche. Quand on pense à la pêche, on pense surtout aux hommes sur les bateaux, mais partout dans le monde, les femmes jouent aussi un rôle critique dans l'accès, l'utilisation et la transformation des ressources naturelles. Et cette présence est souvent invisible avec des effets néfastes pour l'égalité entre les genres. Donc, même si les hommes sont les cueilleurs principaux des pêches, les femmes sont les transformatrices principales de ces poissons et elles commercialisent aussi beaucoup de ces poissons. Donc, même si les hommes représentent 80% des rôles de la cueillette des poissons, les femmes représentent 80% des postes dans la chaîne de la transformation et la distribution. Dans ce contexte, l'exploitation sexuelle est souvent très publique, étant donné la différenciation entre les genres dans beaucoup de ces communautés de pêche que je viens de vous présenter. L'exploitation sexuelle a des effets néfastes pour le reste de la vie. Les survivantes souffrent des traumatismes et de la stigmatisation et aussi de la violence physique de la part de ces communautés, surtout la pratique sexuelle forcée d'échanger le sexe pour la pêche. Et vous voyez des informations à l'écran sur le lien entre l'exploitation sexuelle au sein des pêcheries et les taux de VIH-Sida. Dans certaines régions, la pratique est si courante qu'il y a un nom commun.
On l'appelle souvent Jaboya en Afrique de l'Ouest, qui veut dire client dans plusieurs langues locales. Et vous voyez ici des histoires personnelles des survivantes qui partagent leurs expériences traumatisantes. Donc, même si la violence et l'échange du sexe pour la pêche est un exemple très clair du lien entre les pêcheries et la VBG. Il y en a beaucoup d'autres. Je ne vais pas pouvoir partager les détails de tous ces exemples que vous voyez à l'écran. Encore une fois, vous aurez accès à l'enregistrement après la fin de cette séance, mais je peux vous dire qu'il y a des exemples où la VBG a empêché le travail des projets pour mettre en place les pêcheries durables parce qu'on va à l'encontre des normes du genre préétablies ou et aussi sur le temps que les femmes passent à protéger ces ressources. La VBG a aussi un impact sur l'engagement de la femme dans des secteurs informels et formels tels que les usines de transformation. Il y a aussi un impact dans les femmes qui travaillent dans les sciences maritimes qui ont signalé des incidents d'harcèlement dans beaucoup d'environnements académiques et autres en haute mer. Mais les prix de 2024 vont nous aider à explorer cette thématique et j'ai maintenant le plaisir de donner la parole à quelques leaders, quelques lauréats du RISE qui vont partager leurs expériences personnelles. En parlant des pêcheries, tout d'abord, nous avons Samantha Munagendu de l'Action AIDS Zambie. Donc, Samantha, si vous voulez allumer la caméra et le micro, la parole est à vous. Merci beaucoup, Jamie. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle Samantha et je suis la responsable d'un projet RISE en Zambie où nous luttons contre la VBG dans les pêcheries pour améliorer l'accès aux avantages et aux eaux et aux ressources piscicoles en Zambie. Ici, vous avez quelques stratégies que nous avons déployées pour réduire la VBG et plus précisément comment nous nous engageons avec les hommes pour réduire la VBG dans le milieu de la pêche. Nous avons quatre stratégies principales. En avons plein d'autres et avec plus de détails, mais j'aimerais vous parler de la sensibilisation, des activités de sensibilisation, des séances de formation, des ateliers et comment nous engageons les leaders traditionnels et aussi une approche multisectorielle par les parties prenantes. Il y a aussi des programmes, pour nos programmes de sensibilisation et de formation, nous travaillons avec des comités communautaires qui euh, euh, inclut bien sûr les hommes et les femmes dans plusieurs formats divers, tels que les séances en tête-à-tête, les groupes de discussion divisés par le genre, les dialogues avec les foyers et l'engagement actif. Nous savons que nous, nous engageons aussi des communautés d'hommes et les hommes qui travaillent dans la pêche. Et nous voulons autonomiser les hommes comme les facilitateurs et les formateurs pour ces séances. Cela encourage l'action collective et nous offrons aussi des formations, des ateliers de formation. Nous donnons les outils à des hommes pour devenir des champions de l'égalité du genre. Nous avons des séances spécifiques sur les dynamiques du genre, les cycles d'influence et l'action par les hommes et par les femmes ensemble et de façon collective. Et en autonomisant les hommes de devenir des leaders dans ces séances, ils participent et de participer dans nos interventions. Nous avons créé une culture de respect, d'égalité et de redevabilité et nous avons pu effectuer un vrai changement dans le secteur de la pêche et dans la société en général. Notre approche, c'est l'engagement des leaders traditionnels. Notre approche à la réduction de la VVG dans les pêcheries en Zambie, c'est la priorisation de l'implication des hommes comme des agents clés de cette initiative. Donc, nous reconnaissons l'influence des leaders traditionnels comme des euh, protecteurs des normes sociales. Nous organisons donc des
séances de dialogue pour promouvoir l'égalité entre les genres, le respect mutuel et l'égalité pour tous. Donc, en nous dépendant, nous appuyons sur leur autorité traditionnelle, nous avons pu influencer les hommes pour parler des tabous autour de la pratique du sexe pour la pêche, la VBG en général et d'autres aspects négatifs. Ensuite, une approche transversale des parties prenantes où nous impliquons différentes organisations focalisées sur les VBG ou l'environnement et autres, et à travers des interventions et des ateliers personnalisés dans les sphères économiques et autres, où il y a beaucoup d'hommes, nous avons pu promouvoir la sensibilisation, ou plutôt les espaces sûrs contre la violence basée sur le genre. En conclusion, ren- nous avons vraiment mis l'accent sur les VBG, l'environnement et la compétition parce que nous pensons que le changement climatique et les VBG et d'autres formes d'injustice sont des problèmes transverses. C'est pour cela que nous devons œuvrer ensemble pour aboutir à quelque chose de positif et de plus large. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Samantha. Nous apprécions votre point de vue. Maintenant, nous allons passer la parole à Jocelyn Kelly de Harvard Humanitarian Initiative, qui va nous parler de son projet. Bonjour, c'est un plaisir d'être ici avec ce groupe de leaders sur l'environnement et les VBG. En tant que lauréate de RISE, en tant que partie d'un groupe de militantes dans l'Est de la RDC, je vais vous donner quelques conseils à incorporer peut-être dans vos projets. Je vais vous parler du test AB. C'est quelque chose qu'on a fait dans nos projets dans l'Est du Congo. Mais ça, c'est seulement un seul type de test. Nous vous encourageons à incorporer l'apprentissage dans votre projet sous toutes ses formes parce que vous savez tous que on est ensemble, on doit travailler ensemble pour avoir, pour recueillir des informations et on a fait beaucoup de progrès, mais on en a encore beaucoup à faire à l'avenir en tant que membre de la communauté RISE. Cette approche, qu'est-ce qu'un test AB? Un test AB veut dire qu'on va diviser une intervention ou une approche en deux groupes différents. Et on fait cela pour déterminer laquelle des interventions ou approches peut être la plus efficace en comparant les groupes, les différences entre les groupes. On va aussi randomiser les groupes pour avoir des résultats le plus fiables possible, c'est-à-dire si vous avez une intervention, par exemple dans 30 communautés, vous allez peut-être avoir 15 communautés qui vont recevoir un type d'intervention et 15 autres communautés qui vont recevoir une variante de cette intervention, le même genre d'information. À quel moment on pourrait envisager de faire le test AB? Lorsque vous avez deux versions ou plus de vos approches ou de vos ateliers, vous essayez de voir ce qui serait le plus efficace. Quand vous voulez aussi voir ce qui va mieux marcher pour avoir les résultats souhaités pour la prévention des VBG ou pour promouvoir les approches environnementales. Cela vous aide aussi pour avoir une théorie du changement claire et pour pouvoir mesurer les changements au fil du temps. Je voulais euh, ap- ap- insister sur le fait que ça aide aussi à analyser. C'est pour les approches aussi de surveillance et d'évaluation. Mais le meilleur moyen de faire cela, c'est de faire quelque chose qui soit réaliste pendant tout le projet. Pour
le projet RISE 2021, nous avons incorporé cette approche A/B test en ayant deux versions de nos ateliers dans deux communautés différentes pour voir quelle était l'approche qui a eu le plus d'impact. L'intervention et l'approche étaient nouvelles, c'est pour cela que nous avons besoin de ce test pour apprendre quelque chose, pour aider d'autres personnes par la suite. Il y a eu deux versions, une version standard avec les organisations communautaires, le partage d'informations, et une version avec plus de liens. Il s'agissait d'avoir des exercices pour que les personnes reconnaissent les intersections entre les personnes et l'environnement, pour faire naître des sentiments d'empathie et de compréhension, et pas seulement la cohésion, créer la cohésion dans la communauté, mais le fait de créer la cohésion entre la communauté et l'environnement autour. Nous avons pu faire ce test AB, ça nous a beaucoup aidé. Le groupe qui a bénéficié du, euh, de la méthode interconnectée a connu un plus grand impact. Il y avait plus de réduction du harcèlement sexuel, de 32% à 19%. La coercition sexuelle est tombée de 12 à 6%. Et nous n'aurions pas eu ces résultats, nous n'aurions pas su cela sans faire le test AB. C'est juste un petit rappel pour vous dire qu'il y a différents outils de mesure que vous pouvez envisager d'incorporer selon ce qui vous semble le mieux pour vous, pour votre équipe et pour votre projet. Merci, Jocelyne. Oui, les connaissances ont un pouvoir. Merci de nous avoir parlé de la valeur du test AB en tant qu'outil que les candidats peuvent envisager. Maintenant, nous avons une personne du Kenya Wildlife Conservancy Association qui va nous parler de la valeur de travailler sur l'autonomisation économique des femmes comme stratégie. Allez-y. Merci. Je m'appelle Joyce Péchou de l'association Wildlife Conservancies. Nous avons 195 zones de conservation du Kenya. Nous avons pu mettre en œuvre notre projet à partir de la subvention RISE. Nous avons pu faire cela 2 fois. Nous avons utilisé un modèle où nous avons vu les normes de genre. Nous avons réalisé qu'il fallait intégrer les approches pour assurer que notre programme ou nos communautés pouvaient empêcher les VBG et promouvoir l'égalité des genres dans la conservation. Nous mettons en œuvre un programme d'autonomisation économique en partenariat avec notre association sur la vie sauvage, et cela pour l'inclusion des femmes dans la conservation. Les femmes n'avaient pas avant autant accès aux bénéfices de ces zones de conservation. Et concernant les VBG, nous voyons une différence aussi. Donc, nous avons utilisé des associations d'épargne de villages, et lorsque les femmes ont accès à des ressources économiques, elles peuvent faire entendre leur voix. Nous voyons aussi qu'elles ont la capacité de prendre des décisions, et cela va améliorer leur participation significative dans la prise de décision au niveau du foyer, au niveau de la conservation. Notre stratégie concernant l'autonomisation économique des femmes est de renforcer la capacité des femmes à accéder et à contrôler les ressources productives, surtout les ressources naturelles dans ce cas, parce que au fil du temps, ces femmes ont pu accéder aux terres, mais n'avaient pas le contrôle de ces ressources. Dans les espaces de conservation, surtout, il est important que les femmes puissent acheter des parts, et il faut aussi fournir des subventions catalytiques pour que les femmes aient les ressources financières
pour qu'elles puissent faire, pour qu'elles puissent commencer, débuter des entreprises selon notre travail pour impliquer les femmes et les hommes dans la conservation. Le fait de ne pas avoir une voix va mener à des violences basées sur le genre. Nous avons trouvé que le renforcement des capacités économiques de ces femmes mène à l'autonomisation et à une voix plus forte pour ces femmes. Mais qu'est-ce qu'on va faire ensuite? La communauté est bien sûr composée des hommes et des femmes. Donc, pour l'autonomisation économique des femmes, comme quand nous travaillons sur ces initiatives, nous nous assurons aussi que les initiatives sont efficaces et sûres. Nous ne voulions pas créer des initiatives d'autonomisation économique qui contribuent ou qui continuent la VBG. Pour faire cela, nous avons engagé les hommes comme des alliés pour que les hommes puissent appuyer les femmes dans la lutte pour l'égalité entre les genres et pour éviter les VBG qui peuvent résulter de nos initiatives. Nous encourageons des hommes avec des programmes de masculinité positive et nous avons observé, oui, nous avons des groupes des femmes qui participent aux associations villageoises des crédits ou qui montent des entreprises, mais quand elles rentrent chez elles et sont à la maison avec l'époux ou le partenaire intime, il faut aussi ouvrir le dialogue avec ces hommes-là. Il faut, l'autre élément critique, c'est la sensibilisation. Nous faisons cela avec nos initiatives, mais nous voulons aussi sensibiliser la population sur la VBG, les droits, les services, pour que les communautés composées d'hommes et de femmes puissent signaler les cas de VBG et savent où on peut signaler ces cas de VBG. Dans certaines de ces communautés où nous travaillons, les cas de VBG sont normalisés, sont vus comme normaux. Donc, quand nous pouvons engager les communautés et leur faire comprendre que la VBG, c'est quelque chose de négatif qu'il faut signaler et empêcher, cela nous aide à garantir que nos initiatives économiques sont sûres et efficaces. Et nous travaillons aussi sur les normes du genre qui contribuent à la VBG. Nous avons organisé des séances de dialogue, surtout avec les institutions de conservation et l'Association du paysage, sur cette question de la VBG. Et pour aider les communautés d'hommes et de femmes à réfléchir aux normes qui peuvent contribuer à la violence basée sur le genre. Et ces groupes travaillent aussi sur la transformation de ces normes pour les rendre plus positives ou sur euh, euh, la réduction, l'élimination de la VBG. Et tout cela contribue à un environnement où les femmes peuvent poursuivre l'autonomisation économique tout en réduisant la VBG grâce à nos interventions. Pour conclure, dans toutes les interventions que nous proposons, il faut identifier non seulement les risques qu'on peut créer avec ces initiatives, mais il faut aussi intégrer des stratégies qui répondent à ce risque, qui réduisent ce risque de la violence basée sur le genre. Merci, Jamie. Un grand merci à vous, Joyce, et merci à toutes nos leaders RISE pour vos conseils et vos expériences qui sont d'informations précieuses. J'ai maintenant le plaisir de donner la parole à ma collègue Rouhani, la responsable euh, des subventions RISE. Elle va nous présenter les modalités d'éligibilité et de candidature pour les subventions RISE. Merci beaucoup. Dans cette partie, j'aimerais vous présenter le processus de candidature
les critères d'éligibilité et on va aussi répondre aux questions que vous avez posées pendant l'enregistrement et dans la fonctionnalité questions-réponses. Et vous pouvez toujours continuer à poser vos questions dans la fonctionnalité questions-réponses dans Zoom. Ici, vous avez un aperçu de l'appel à proposition pour les subventions RISE 2024. Comme Jamie nous a déjà dit, l'orientation thématique cette année, c'est les stratégies pour réduire la VBG et les liens entre la VBG et l'environnement dans les milieux de lutte contre le changement climatique et pour la protection de la biodiversité. Nous recherchons donc des projets qui visent cette problématique et surtout dans le secteur de la pêche. Nous anticipons octroyer 6 subventions entre 100 000 et 400 000 dollars américains et qui auront une période de mise en œuvre d'entre 18 et 24 mois. Il y a 18 pays qui sont éligibles pour les candidatures cette année et on peut aussi postuler pour des projets non géographiques qui vont travailler sur la politique mondiale pour réduire les liens entre la VVG et le milieu environnemental. Il faut soumettre une expression d'intérêt avant le 7 juin et puis on va inviter certains candidats à soumettre des propositions complètes. Il faut avoir au moins un partenaire qui a une présence sur le terrain dans le pays ciblé et les organisations locales doivent être intégrées dans les structures du programme, du projet proposé plutôt. Cette année, nous voulons investir à travers trois stratégies à les projets qui utilisent l'appui technique qui vont travailler sur la VBG d'une façon intégrée ou les programmes existants qui veulent passer à l'échelle supérieure ou continuer des initiatives en cours ou nouveaux projets qui travaillent sur les liens entre la VBG et l'environnement au niveau de la politique mondiale. Et il y a plus d'informations dans la section 3 du document de candidature. Nous aurons un processus de candidature à 2 étapes, tout comme on a fait l'année dernière. Il y a l'expression de l'intérêt et puis une invitation limitée aux organisations éligibles à développer des propositions complètes. La demande ou l'expression d'intérêt a plusieurs étapes telles que le téléchargement des formulaires, les reconnaissances, la fourniture des coordonnées des contacts, quelques questions d'éligibilité et des questions autour de l'expression d'intérêt. Et aussi, vous allez devoir télécharger un formulaire et un document d'enregistrement des partenaires. Cette étape va ouvrir demain, le 10 mai, et restera ouvert jusqu'au 7 juin à 11h59, heure de Washington. Une fois que cette étape est close, nous allons sélectionner un nombre limité d'expressions d'intérêt et ces projets seront invités à développer une proposition complète. Cette sélection sera faite à partir des critères d'éligibilité et à partir aussi de nos orientations thématiques. Pour l'étape de l'expression d'intérêt, vous n'êtes pas obligé de développer un budget pour votre plan d'action ou d'autres éléments. La candidature est assez simple. Les projets qui seront invités à développer une proposition doivent passer par la même plateforme pour soumettre la candidature développée. Vous allez devoir soumettre plus de détails, un budget, un plan d'action et aussi une évaluation environnementale et sociale de l'UICN. Il y a un questionnaire spécifique. Ceux qui seront invités à développer une proposition auront ces informations le 1er juillet et les candidatures sont à rendre le 31 juillet. Les expressions d'intérêt doivent être écrites et soumises par notre plateforme sur Internet et vous allez trouver le lien sur notre site Web. Tous les formulaires sont disponibles en anglais, français et en espagnol. Nous n'acceptons pas des candidatures dans d'autres langues. Et il faut aussi utiliser la plateforme sur notre site Web. Il n'y a pas d'autres modalités de soumission des candidatures. La langue de la formation par les pairs est l'anglais et les processus de communication, les entretiens avec les applicants potentiels vont tous être menés en anglais. L'appel à proposition, vous pouvez
le trouver sur le site web des subventions RISE. Il est disponible dans 3 langues, l'anglais, le français et l'espagnol. Il est très important de lire tout le document parce que toutes les informations nécessaires, y compris les modalités de candidature, le calendrier et toutes les consignes d'éligibilité se trouvent dans ce document. Ces consignes comprennent les géographies, les candidatures, les partenariats, les obligations programmatiques, administratives, ce que nous ne pouvons pas financer et d'autres informations sur les candidatures non éligibles. Toutes ces informations se trouvent dans le document de l'appel à proposition. Encore une fois, j'insiste sur le fait qu'il est très, très important de lire ce document avant de soumettre votre expression d'intérêt. Une fois que vous avez soumis votre expression d'intérêt, vous n'allez pas pouvoir changer la proposition et vous allez devoir plutôt annuler et repartir de zéro avec votre proposition, votre candidature. Maintenant, quels sont les pays éligibles? Les projets proposés doivent être mis en œuvre dans un ou plusieurs des pays éligibles. Nous avons 18 pays qui font partie de la liste des pays éligibles. Vous pouvez les voir tous à la diapo ici. Aussi, cette année, nous allons accepter des candidatures qui sont des projets non géographiques, mais qui travaillent plutôt dans le domaine de la politique mondiale pour réduire la VBG. Les projets non géographiques doivent être non géographiques. Ce n'est pas une stratégie pour faire passer une géographie non éligible. Il y a aussi d'autres opportunités pour influencer la politique mondiale après le programme RISE avec ces projets non géographiques qui visent la politique mondiale. Ce sont les projets comme le projet de renforcement des capacités ou d'appui technique pour les décideurs environnementaux. Vous allez trouver aussi cette liste de pays éligibles dans le document de l'appel à proposition dans l'annexe 1. Pour passer à l'éligibilité des candidatures, le programme est ouvert aux organisations euh, légales, nationales, régionales ou internationales telles que les ONG, les organisations communautaires, des organisations euh, 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 des peuples autochtones, les OSC, etc. Et vous allez trouver tout cela dans la section 4,2. Les gouvernements et les entités publiques ne sont pas éligibles et peuvent s'engager seulement comme partie prenante. Et vous allez trouver aussi une liste de candidatures non éligibles dans la section 4,8 du document d'appel à proposition. Maintenant, j'aimerais vous parler des partenariats. Comme j'ai déjà dit, les partenariats sont obligés dans les projets RISE. Et dans votre expression d'intérêt, il faut identifier clairement vos partenaires. Si vous donnez des exemples des partenaires sans les identifier spécifiquement, votre soumission ne va pas être éligible. Sachez que le gouvernement, les entités publiques ne sont pas des candidats éligibles, des partenaires éligibles, mais ils sont purement des parties prenantes. Au moins une des organisations partenaires doivent avoir une présence déjà dans le pays de mise en œuvre et vous devez soumettre les noms, les documents d'enregistrement des partenaires et des candidats pour confirmer l'éligibilité et la présence locale avec votre candidature et votre expression d'intérêt. Au moins d'une des organisations partenaires doit avoir une expertise dans la VBG ou toutes les organisations doivent s'engager à embaucher un expert dans la VBG ou des consultants en VBG pour travailler sur ce projet. Les obligations de partenariat et de collaboration sont trouvées dans la section 4,3 dans le document d'appel à proposition. La présence locale est une obligation d'éligibilité pour les projets RISE. Le candidat principal doit déjà avoir une présence dans le pays où on propose de mettre en œuvre des activités ou vous pouvez être une organisation locale ou vous pouvez avoir un partenaire local qui répond aux exigences des partenariats et des collaborations. Il faut aussi qu'au moins un des partenaires soit une organisation dirigée au niveau local euh, qui a déjà démontré la capacité d'effectuer le changement au niveau du pays ou de la communauté ciblée. En ce qui concerne les réponses programmatiques, les expressions d'intérêt doivent présenter l'envergure, l'objectif
et les cibles répondre aux objectifs du programme RISE tout en intégrant les approches communautaires ou menées par la communauté et aussi les approches axées sur les survivantes et sensibles au traumatisme. Nous voulons aussi voir des approches telles que l'engagement des hommes comme stratégie de prévention de la VBG et des approches qui vont promouvoir l'apprentissage institutionnel et le remplissage des lacunes informationnelles et renforcement des capacités. Vous allez pouvoir trouver une liste complète des approches dans la section 4,5,1 dans le document d'appel à proposition. L'UICN a une politique de zéro tolérance pour l'exploitation, l'abus et le harcèlement sexuel. Les candidats vont devoir avoir des politiques spécifiques pour euh, 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 éviter l'exploitation sexuelle en place pour répondre, pour être conforme avec les politiques de l'UICN. Les soins collectifs sont aussi importants pour assurer le bien-être des personnes qui travaillent dans la VBG. Les candidats à la responsabilité éthique de ne pas porter atteinte et de protéger le bien-être et la sécurité du personnel. Donc, toutes les expressions d'intérêt vont devoir inclure une déclaration que les candidats et les organisations partenaires vont mettre en place des politiques pour assurer le bien-être de ceux et de celles qui travaillent sur la VBG. Si vous êtes invité à développer une proposition complète, vous allez devoir développer cet élément dans la proposition technique et l'intégrer aussi dans votre budget. Les subventions RISE exigent que les organisations aient la capacité nécessaire pour la mise en œuvre professionnelle et à temps du projet. On va évaluer cette capacité pendant la phase de la diligence raisonnable et la sélection finale est conditionnelle sur ce processus de diligence raisonnable. Vous pouvez lire la section 5,6 du document d'appel à proposition sur plus d'informations sur ce processus de diligence raisonnable. Ce document a aussi des informations sur les interventions que le programme RISE ne peut pas financer. Vous allez trouver une liste complète d'exemples dans la section 4,7 du document d'appel à proposition. Quelques exemples des projets que nous ne pouvons pas financer sont des projets qui visent un seul élément, un seul aspect du problème, comme des projets de VBG sans lien avec l'environnement. Le programme RISE ne peut pas non plus financer des projets sans partenariat avec les parties prenantes éligibles. Si votre seul partenaire, c'est une entité gouvernementale, nous ne pouvons pas financer votre projet. Nous ne pouvons pas non plus financer des activités axées sur la fourniture d'équipements, la construction, l'achat des terrains ou la construction de nouvelles infrastructures ou qui visent l'achat ou la fourniture des intrants agricoles, y compris l'achat et la distribution des semences, le plantage des arbres, l'achat des équipements agricoles ou d'autres intrants agricoles ou des projets qui sont purement des projets de recherche. Voilà. Donc, nous avons déjà répondu à plusieurs questions que vous avez posées lors de l'enregistrement dans la présentation, mais il y a quelques autres questions auxquelles j'aimerais répondre directement avant de passer aux questions que vous avez posées pendant le webinaire. Première question. Pourquoi est-ce que le pays X n'est pas éligible? Vous pouvez penser à n'importe quel pays que vous voulez, mais pourquoi est-ce que certains pays ne font pas partie de la liste d'éligibilité? C'est parce que notre zone géographique change d'année en année. Si un pays donné n'est pas éligible cette année-ci, on vous conseille de vous inscrire pour nos mails et euh, d'attendre le prochain appel à proposition. Prochaine question, est-ce que des projets qui ont reçu d'autres financements de l'USAID peuvent demander une subvention RISE? Oui, c'est possible si vous avez déjà reçu un financement d'un autre mécanisme. Une autre question, est-ce que le problème de la VBG dans le secteur de la pêcherie, est-ce que c'est une préférence ou une obligation
pour demander une subvention RISE. Ce n'est pas une obligation. Vous n'êtes pas obligé de travailler sur ces questions de la VBG dans le secteur de la pêche. Nous allons accepter des projets qui travaillent sur la VBG dans le secteur de la biodiversité, du climat ou de l'environnement en général. Mais cette année, nous avons un budget spécifique pour quelques projets spécifiques qui travaillent sur ces questions spécifiques de la VBG dans le secteur de la pêche. Encore une fois, ce n'est pas une obligation. Une autre question que nous avons reçue, c'est est-ce que vous devez avoir votre organisation inscrite auprès de SAM et non, ce n'est pas, c'est pas obligatoire. Est-ce que nous pouvons est-ce qu'on peut clarifier ce qui est voulu, ce qui est dit par un projet focalisé sur la politique au niveau mondial? Il faut euh, avoir une composante comme cela, ce qui peut inclure le renforcement des capacités et fournir le soutien technique. Une autre question était, est-ce que un demandeur peut soumettre plusieurs expressions d'intérêt? La réponse est oui, vous pouvez soumettre plusieurs expressions d'intérêt, mais les organisations peuvent seulement être sélectionnées pour une subvention. Est-ce que le défi Rise Grants s'attend à ce que les personnes individuelles soient les personnes qui demandent ou est-ce que ça peut être au niveau de l'organisation ou en partenariat? Les partenariats sont obligatoires dans ce défi de RISE. Les applicants qui n'identifient pas clairement les partenaires seront jugés inéligibles. Nous passons maintenant à la partie questions-réponses. Vous pouvez nous soumettre vos questions sur les thèmes, sur le processus de candidature, sur tout ce que nous avons parlé, ce dont nous avons parlé aujourd'hui. Voyons voir. Nous avons une question. Est-ce qu'une approche A, B est obligatoire dans les projets RISE? Non, ce n'est pas obligatoire. Ça, c'était juste une approche que vous pouvez envisager d'intégrer pour mesurer le changement de votre projet. C'était seulement un exemple d'une des méthodologies que vous pouvez incorporer à votre projet. Nous avons une autre question. Il y a 3 approches suggérées pour les projets existants d'environnement, ou bien la politique, ou bien étendre les projets existants. Est-ce qu'on peut combiner les différentes approches? Est-ce qu'on peut combiner, par exemple, A et C? Je pense que la réponse dans ce cas, c'est que nous voulons vraiment mettre à échelle les programmes environnementaux existants, les actions existantes et les programmes sur les VBG et l'environnement existants. Mais nous voulons voir aussi quel type de nouveaux projets focalisés sur la politique mondiale vont survenir. Votre projet peut entrer dans l'une des 3 catégories. Et voilà. Une autre question que nous avions eue, c'est la différence entre les projets existants et les projets qui continuent. Les projets existants, c'est peut-être des projets qui existent mais qui n'ont pas la composante VBG, mais qui ont la composante environnement, et on veut changer ça. Et un projet qui continue, c'est un projet qui a déjà les 2 composantes et qui voudrait mettre à échelle les efforts fournis. Une autre question que nous avons reçue est: est-ce que cette opportunité de subvention peut être considérée comme une extension d'une autre subvention pour les VBG, etc. Alors, il faut que le projet soit centré sur l'environnement. Donc, vous pouvez incorporer des éléments de VBG dans un contexte environnemental. Et à ce moment-là, oui, ça marche. Il y a une autre question.
qu'est-ce que l'expression d'intérêt? Est-ce qu'il y a des limites de pages? L'expression d'intérêt est un formulaire que vous allez trouver. Tout ce que vous devez faire se trouve sur le formulaire. Il y a différentes étapes, y compris répondre à des questions sur le demandeur principal. Il y a un questionnaire sur l'éligibilité. Il y a bien sûr les questions techniques d'expression d'intérêt et il y a des limites de nombre de mots pour chacune de ces questions. L'application, ou plutôt le formulaire lui-même va vous dire quelles sont ses limites. Il faut aussi des informations sur les partenariats. Il faut vraiment suivre ce que le formulaire vous dit. Une autre question vous dit, vous n'avez pas financé euh, l'achat d'équipements ou d'intrants agricoles, etc. Et la question est de savoir, est-ce que vous pouvez, est-ce qu'on peut inclure certains de ces éléments? Oui, mais ça ne peut pas être l'activité primaire. Alors, non, on ne veut pas que vous incluiez une quelconque de ces activités d'achat d'équipements ou de terres, etc., dans vos projets. Donc, étudiez bien la section sur ce que RISE ne financera pas. Il ne faut pas inclure ces éléments du tout dans votre projet. Nous avons Jocelyne qui a une question pour elle. Deux questions, en fait. Quels ont été les facteurs spécifiques qui ont défini le fait d'être interconnecté et comment ça a été mis en pratique et où avez-vous mené le test A et B en RDC? Jocelyne, c'est à vous. Merci beaucoup pour ces questions. Magnifique question sur l'aspect interconnecté. Nous remercions vraiment RISE pour le financement. Nous explorions quelque chose de très important et aussi nouveau. Nous avions le sentiment d'essayer d'adresser deux défis, la violence envers les femmes et l'abus, on va dire, de l'environnement, le manque de protection de l'environnement. Et sous-jacent à ces deux problématiques, il y avait un besoin que les personnes comprennent comment elles sont liées entre elles et comment elles sont liées à l'environnement. Pour répondre à ce besoin, dans cette version du cursus, de la version interconnectée, nous avons mis en œuvre des exercices d'empathie pour que les personnes puissent comprendre les perspectives les unes des autres, nos espoirs, nos rêves. Il y a des personnes qui ont travaillé ensemble, des personnes qui ont réfléchi à leur lien leur lien à leur environnement physique et à la communauté morale, on peut dire. Nous avons mis en œuvre ces exercices, nous avons recueilli des informations sur tout ce qui était lié à l'empathie, à la cohésion, et je pense que c'est ce qui a aidé à réduire la violence contre les femmes. Nous aimons beaucoup parler de cela, donc je serais ravie de rester en contact avec vous. Nous avons des publications liées à ce projet que je peux partager avec vous. Je pense que ça, c'est disponible également. Concernant le second point, vous avez demandé où nous avons fait ce travail, dans quelle communauté. Je ne vais pas vous donner toute la liste des communautés, mais le projet, c'était dans le Sud Kivu, Nord Kivu, Maniema, et un nombre de sites de projets dans chacune de ces provinces et qui ont fait partie de l'un ou l'autre des deux groupes de manière aléatoire. Et cette randomisation ne doit pas être nécessairement très compliquée, pas besoin d'avoir un logiciel spécifique. Si c'est juste deux groupes, prenez une pièce et faites-les jouer à pile ou face pour voir qui vous allez mettre dans quel groupe. Et c'est exactement cela qu'on peut faire. J'espère que cela vous aide. Et il y a plus de détails sur le projet qui sont disponibles si vous le souhaitez. Merci Jocelyne. Nous avons une question également pour Joyce. Joyce, est-ce que vous avez un cursus spécifique pour les dialogues
Est-ce qu'il est publié? Joyce, à vous la parole. Merci. Oui, pour les dialogues, nous avons utilisé un modèle d'analyse sociale et de modèle de KEA Kenya. Mais en ce moment, nous avons contextualisé le même modèle pour le secteur de la conservation, pour toutes les personnes dans le secteur environnemental et de la conservation. Nous sommes en train de finaliser ce modèle. Il sera publié. Il sera disponible sur le site Internet et même l'UICN va le rendre accessible à tous et toutes. Merci. Merci beaucoup, Joyce. Nous avons d'autres questions. Est-ce qu'une organisation qui a déjà été bénéficiaire par le passé peut demander à nouveau des fonds? Oui, les lauréats des autres années peuvent aussi euh, demander des fonds et ces groupes-là vont devoir être plus précis sur la manière dont cela va les aider. Les agences de l'ONU sont éligibles, mais nous encourageons vivement qu'il y ait des partenariats avec des organisations locales et des communautés locales. Est-ce que les institutions à but lucratif, celles de recherche et autres, peuvent postuler? Les associations à but lucratif doivent stipuler que le projet en question ne va pas générer de revenus. Il y a la liste dans la section 4.2 de l'appel à proposition. Une autre question, est-ce que ce défi pour les subventions permet la recherche spécifique? La recherche est, oui, vous pouvez avoir de la recherche, mais vous ne pouvez pas avoir un projet uniquement de recherche. Il y a une autre question. Est-ce que pour la production d'informations quantitatives et qualitatives d'informations est couverte ou est-ce que le fait de créer un observatoire est couvert? Non, parce que ça serait un projet uniquement de recherche. Donc, vous pouvez avoir un projet sur les impacts et les résultats en matière de politique de ces recherches-là aussi. Sur le développement de programmes, est-ce que RISE va fournir une assistance technique aux membres? Oui, à travers le centre VBG-ENV, vous allez avoir un soutien technique pour le soutien de vos projets, pour la mise en œuvre de vos projets s'ils sont choisis. On a des questions sur les budgets, les pourcentages, les critères, les problématiques et ce qu'il faut envisager lorsqu'on crée un budget. Les budgets seront seulement soumis par les personnes qui vont soumettre des propositions techniques. Vous pouvez revoir la section sur ce que RISE ne va pas financer. Il y a aussi l'annexe 3 où vous trouverez des informations sur le formulaire de budget. Si vous étiez sélectionné pour développer une proposition technique, vous verrez que sur le formulaire du budget, il y a beaucoup d'informations sur ce que vous devez inclure ou non. Il y a une autre question. Voyons voir. Pouvons-nous utiliser la technologie comme notre solution pour le projet? Oui, vous pouvez inclure une méthodologie où la technologie fait partie de la solution. Nous avons des exemples d'autres demandeurs, d'autres lauréats de RISE. Vous pouvez regarder sur notre site web les exemples. Nous avons plusieurs questions sur si une approche spécifique va être possible et on ne peut pas vous orienter pour vous dire si une approche thématique ou méthodologique est mieux appropriée. Il s'agit seulement qu'il y ait des liens entre les VBG et l'environnement. Lisez bien le document de proposition de projet ou d'appel à proposition plutôt pour voir si ce que vous avez en tête peut entrer dans ce cadre-là. Et encore une fois, revérifier les activités qui ne seront pas financées par RISE.
Il y a des questions sur les partenariats. Est-ce que le partenariat doit être enregistré de manière officielle? Non, pas besoin qu'il soit officiel, mais tous les partenaires, y compris le demandeur principal, doivent soumettre un document d'enregistrement officiel avec l'expression d'intérêt. Il y a une autre question. Est-ce que nous incluons les partenariats dans l'expression d'intérêt initiale? Oui, vous devrez identifier vos partenaires de manière très spécifique. Avec qui vous allez travailler? Si vous êtes sélectionné pour une proposition plus approfondie, il faudra donner des détails encore plus précis. Est-ce que une organisation doit aussi donner des fonds supplémentaires? Non, pas forcément, mais c'est encouragé. Nous avons des questions sur les projets précédents qui se sont typiquement focalisés sur un seul pays. Quelle est la perspective de RISE sur les projets multi-pays? Je pense que cela dépend de la capacité des demandeurs à gérer des projets opérant dans plusieurs pays. Vous avez de 18 à 24 mois pour la mise en œuvre des projets. Ce n'est pas beaucoup de temps. Donc, si vous réfléchissez à un projet multi-pays, gardez cela en tête et gardez en tête que nous avons cette année une zone géographique un peu plus réduite, avec moins de pays éligibles, sans compter les zones des projets qui ne sont pas basés sur une zone spécifique. Nous avons d'autres questions. Clarifier les projets sur la politique au niveau mondial. Cela peut inclure le soutien technique, le renforcement de capacité pour les décideurs, pour les personnes qui prennent des décisions au niveau de l'environnement, décisions de politique. Qu'est-ce qui est considéré une présence locale dans des pays? Si nous avons des personnes qui travaillent dans ce pays, mais que nous ne sommes pas enregistrés dans ce pays, est-ce que nous avons une présence locale? Une présence locale veut dire que nous voulons voir au moins un de vos partenaires est enregistré au niveau local. Que ce soit le demandeur principal ou l'un de vos partenaires, quelqu'un du projet doit être basé dans le pays, dans les communautés où les activités auront lieu. Et nous vérifions cela à travers le document d'enregistrement que vous devez soumettre au stade de l'expression d'intérêt. Il y a une autre question. Est-ce que les universités publiques peuvent être impliquées en tant que partenaires? Comme je l'ai mentionné plusieurs fois dans la présentation, les gouvernements et entités publiques ne sont pas des partenaires éligibles ou des candidats potentiels pour le défi RISE. Ils peuvent être impliqués, mais pas comme partenaires officiels. Une autre question. Est-ce que RISE nécessite l'établissement de nouveaux partenariats ou est-ce que cela peut apporter de nouvelles capacités à des partenariats existants? Vous pouvez demander, même si vous avez un partenariat existant, ou ça peut être un nouveau partenariat, l'un ou l'autre. Autre question, est-ce que différentes organisations locales peuvent créer un partenariat pour avoir une subvention RISE? Oui, nous encourageons d'ailleurs beaucoup cela. On dirait que nous approchons de la fin. Il y a une question ici sur l'approche de diligence raisonnable lors de la sélection d'une organisation. Vous aurez plus d'informations sur ce processus dans l'appel à proposition, section 5.6. Je pense que nous en arrivons à la fin de notre séance de questions-réponses. Merci beaucoup à tous et à toutes pour avoir soumis vos questions.
Vous pouvez continuer à nous contacter, à nous poser des questions à iucn.org, donc le email, jusqu'au 17 mai. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Les formulaires vont être disponibles demain, le 10 mai, à midi, heure de Washington. Une fois que ce portail ouvre, vous pourrez soumettre vos expressions d'intérêt et vous pouvez nous contacter si vous avez un quelconque problème. Vous pouvez nous envoyer un message à rise@iucn.org. Nous allons recueillir toutes les questions et publier les questions les plus courantes d'ici le 22 mai. Rappel, une fois, ou plutôt la date limite est le 7 juin, le vendredi 7 juin, 11h59 du soir, heure de Washington. Les soumissions tardives ou incomplètes ne seront pas considérées. Ensuite, les applicants considérés euh, vont, ou plutôt sélectionnés, vont soumettre une proposition plus élaborée. Maintenant, nous allons refaire le sondage que vous avez déjà fait au début de ce webinaire avec les deux mêmes questions. Merci de répondre au sondage parce que ces informations nous aident à raffiner les séances futures. Première question, après ce webinaire, êtes-vous confiant d'avoir compris l'orientation thématique du RISE 2024? Et vous avez les options pas du tout confiant, assez confiant, très confiant ou extrêmement confiant. Deuxième question, dans quelle mesure, après ce webinaire, dans quelle mesure êtes-vous sûr de comprendre comment candidater pour RISE 2024? Encore une fois, vous avez les mêmes options, pas du tout confiant, assez confiant, très confiant ou extrêmement confiant. Et on vous donne quelques minutes pour répondre au sondage. Très bien. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à ce sondage. Et merci beaucoup d'avoir participé à ce webinaire. Vous allez trouver l'enregistrement de ce webinaire sur le site web de l'appel à proposition du programme RISE dans les jours à venir et nous avons hâte de recevoir vos expressions d'intérêt. Encore une fois, un grand merci et je vous rappelle, le portail de candidature s'ouvrira demain. Un grand merci.